Les plantes dites hallucinogènes, c'est un terme qui est impropre, puisque ça laisse entendre que les gens, en prenant cette plante, visualisent ou voient des choses qui n'existent pas. Alors, là encore, il faut préciser de quoi il s'agit. Les gens voient des choses, effectivement, qui n'existent pas matériellement. Si on voit un monstre, par exemple, il n'existe pas matériellement. Mais il a une existence réelle au niveau psychique, c'est-à-dire que ce monstre peut représenter la peur de la personne par rapport à son père maltraitant, pour dire n'importe quelle hypothèse. Donc c'est une réalité psychique. Et les réalités psychiques ne sont pas moins efficaces que les réalités matérielles. On peut se faire un trou dans l'estomac à cause de son angoisse. Une angoisse, elle est psychique, elle n'est pas matérielle, mais ça fait quand même un trou matériel. Donc il n'y a pas de séparation, enfin il n'y a pas de discontinuité entre la partie matérielle et la partie psychique. Toutes ces plantes ont des principes actifs qui sont similaires aux neurotransmetteurs que nous, on a déjà dans notre organisme. Donc l'ayahuasca, par exemple, possède différents éléments, mais entre autres, par exemple, la DMT, dimélithyltryptamine, qui est similaire. On produit nous-mêmes de la dimélithyltryptamine dans notre organisme. Donc l'ayahuasca ou l'iboga ou le peyote ou la coca, etc., réactivent des mécanismes physiologiques naturels. Ce n'est pas un agent étranger. Ça exacerbe, ça amplifie, ça potentialise ce qui devrait normalement se travailler par des techniques autres. C'est-à-dire que toutes les traditions du monde entier ont développé des techniques de respiration, des techniques de jeûne, ils utilisent la douleur, les situations extrêmes, l'isolement sensoriel, le rythme, le tambour, la musique, etc. Toutes sortes de techniques d'hypo-stimulation sensorielle ou d'hyper-stimulation sensorielle qui provoquent, qui induisent des états modifiés de la conscience, qui vont déclencher dans l'organisme, en particulier le cerveau, la glande pinéale, la sécrétion d'hormones qui, naturellement, vont... donc, par exemple, tout le monde a entendu parler ou a vécu l'expérience d'une mort imminente, sentir qu'on allait mourir dans un accident, et en quelques secondes, les gens ont dit « j'ai vu défiler toute ma vie en une fraction de seconde devant mes yeux ». Parce que là, il y a, face à l'effroi de la mort brutale, il y a une sécrétion violente de DMT qui va produire. Alors, donc, on a oublié, on a laissé de côté toutes ces techniques, on les a oubliées parce qu'elles existent également en Occident, mais on les a oubliées. Les peuples premiers ne les ont pas oubliées. Et ils sont experts. Donc, l'intérêt, c'est d'aller rechercher leur expertise et la reprendre. Mais ça suppose donc, dans ce genre de travail, ce n'est pas qu'un problème chimique, c'est un problème rituel. C'est-à-dire que le rituel est une forme, une mise en forme pour pouvoir rentrer dans ce monde qui est d'ordre symbolique. Donc comme dans un rêve, sauf que là on est éveillé, mais dans un rêve on peut rêver moi je peux rêver que je suis une femme noire, que je vole dans les airs et qu'avant le lendemain matin quand je me réveille, je ne me dis pas ça y est je suis délirant, puisque c'est pas possible. Non, je vais dire qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi j'ai visualisé que je suis une femme, pourquoi est-ce que j'ai visualisé que je suis noire, pourquoi est-ce que j'ai visualisé que j'arrive dans les airs. Bon, je vais chercher le sens symbolique, qu'est-ce que ça veut dire, en quoi ça me parle. C'est ce que font les psychanalystes, c'est ce que... Bon. Donc voilà, l'ayahuasca ou les autres substances du même style font la même chose, vont faire émerger un matériel inconscient, un matériel psychologique, affectif, émotionnel, mais qui est inscrit dans le corps. Et ça, il faut le travailler après, en psychothérapie, pour intégrer. Alors, il y a eu une espèce comment dirais-je, de mode, enfin de réveil de l'intérêt pour les plantes psychoactives, depuis, on va dire, un siècle, en prenant William James, et les premiers qui sont intéressés à ça, puis après il y a Henri Michaud, les lettres du Yarré, plutôt fait par des poètes ou des philosophes ou des aventuriers. Et puis ensuite, au début des années 60, par des scientifiques. Alors c'est là qu'on a Timothy Leary, Allen Ginsberg, des Américains de Harvard, qui viennent au Pérou d'ailleurs, en Équateur, qui vont prendre des plantes avec les chamans, les guérisseurs, vont avoir ces expériences puissantes de modifier la conscience. Ils se disent, mais ça, il y a quelque chose d'extraordinaire, sauf qu'après, ils vont rationaliser toute leur expérience en disant, c'est un problème uniquement moléculaire. Après, l'histoire de rituel, c'est du folklore local, on n'a pas besoin de ça, on peut se passer de tout ça, on est des occidentaux, on a dépassé toutes ces choses-là. Alors, commence à ce moment-là toute la vague des toxicomanies, justement, parce qu'on a, encore une fois, par l'arrogance occidentale,
on a pris la substance, en bon occidentaux, on prend la matière, on prend la substance, on consomme, sauf qu'on ne sait pas comment le faire. Et que l'expertise millénaire de ces gens-là, ça doit se prendre dans certaines conditions, on ne peut pas manger certaines choses, il faut une abstinence sexuelle, il faut se protéger, etc., a été mis de côté. Et ça a généré le problème de la toxicomanie massive, endémique, hein, enfin épidémique. Donc, on est actuellement dans une espèce d'explosion d'intérêt sur l'ayahuasca en particulier, mais sur beaucoup aussi d'autres plantes, qui est un peu préoccupante parce qu'on tente, encore une fois, soit à consommer ces plantes-là de manière récréative ou de manière ludique, etc., soit dans des contextes pseudo-chamaniques, parce que cet apprentissage de l'utilisation des plantes, c'est extrêmement sophistiqué, c'est très fin, c'est très rigoureux, ça demande des années. Comme pour devenir psychiatre, il faut 10 ans, ben pour devenir un bon guérisseur, il faut aussi 10 ans. Or, ben, comme il n'y a pas de contrôle, ni de règles, ni de... Bon, ben, n'importe qui fait une expérience, est fasciné par l'expérience, se dit, je suis chaman, et il se lance là-dedans, et c'est une catastrophe, parce qu'il y a une ignorance de ce qui se joue dans les profondeurs. On ne peut pas aborder, c'est une véritable science. Ah ben, ça demande du temps pour l'apprendre, et ça ne s'apprend pas dans des livres, ça s'apprend par l'expérience, en étant guidé par quelqu'un. L'ayahuasca, c'est une liane amazonienne, connue depuis des millénaires, selon les restes archéologiques, qui s'associe avec une plante de complément qui peut varier. Et ce mélange de deux plantes, la liane ayahuasca et cette plante de complément, avec une cuisson de plusieurs heures, un procédé où on utilise la tige de la liane et les feuilles en général ici, ce qu'on appelle la chacruna, mais il y a d'autres plantes, va donner un mélange qu'on appelle aussi l'ayahuasca, c'est-à-dire qu'il va porter le nom de la liane principale. Ce mélange est utilisé depuis des millénaires dans des tribus amazoniennes, de manière inégale, ça n'a pas été dans toute l'Amazonie, et pour des fins qui sont en général de régulation des problèmes de la collectivité. Hein. Donc, c'est essentiellement les chamans qui prenaient, les guérisseurs, qui prenaient l'ayahuasca pour visualiser quels étaient les problèmes de la collectivité, quand est-ce qu'il fallait, est-ce que c'était l'époque pour chasser, est-ce que c'était l'époque de la pêche, qu'est-ce qu'il fallait faire pour protéger la communauté, etc. Ou bah, qui a volé telle chose, quels sont les problèmes qu'il y aura avec les tribus d'en face qui sont les ennemis. Voilà. Et puis dans des soins individuels. Alors là encore, c'est variable selon. Il y a énormément de différences entre les différentes ethnies. Il y en a certaines qui partent en Colombie, dans le Vaupès, c'est même pas une médecine, le mot n'existe même pas, c'est un mélange qui sert pour la célébration, ça se fait au cours d'une fête. On rentre dans un état de conscience pour voir la vie, célébrer la vie, voilà, se nettoyer, se purifier. Hein. Dans d'autres groupes, ça va être une médecine très spécifique qui se prend de manière isolée, on prend que ça, chez les Siona en Colombie aussi. Dans d'autres, ça va être associé à tout ce qu'on appelle ici les diètes, c'est-à-dire l'isolement dans la forêt en prenant d'autres plantes. Ça, c'est une pratique qui est qu'on trouve beaucoup plus ici dans la région péruvienne. Ça peut se prendre assis, ça se prend allongé, ça se prend dans des hamacs, ça se prend la nuit, ça se prend le jour, ça se prend à telle heure et pas à autre. Voilà, il y a une infinie variété de manières d'utiliser cette plante, mais toujours dans un but thérapeutique, au sens large du terme. Hein. Donc ce n'est pas une religion, ce n'est pas une église, il n'y a pas de grand prêtre, il n'y a pas de corps doctrinal, mais il y a un corps de connaissances constitué qui se transmet dans les groupes ethniques de manière différente selon leur orientation. Ça a connu un essor important avec l'arrivée des Espagnols en réalité. Les Espagnols, en circulant sur les rivières avec les bateaux, etc., en fait, il y a des peuples ou des groupes qui n'utilisaient pas l'ayahuasca, qui l'ont introduite dans aussi d'un usage récent dans un certain nombre de sociétés. Avant, seulement les guérisseurs dans une tribu utilisaient l'ayahuasca avec la permission du cacique, du chef, dans des circonstances très précises, et les guérisseurs étaient très contrôlés parce que l'ayahuasca, comme tout instrument thérapeutique, pouvait être utilisé pour guérir les gens ou aussi pour pratiquer le mal, faire de la sorcellerie. On peut aussi faire du mal. Voilà. Donc il était extrêmement contrôlé. Après,
l'avenue de la République au Pérou, le métissage a fait que progressivement des métis ou des blancs se sont intéressés et ont commencé, donc les guérisseurs ont commencé à sortir de leur groupe ethnique en étant dans des villes. Et là, beaucoup moins de contrôle social et la question éthique était beaucoup plus moins contrôlée, on va en dire. Dans les groupes ethniques, c'était extrêmement contrôlé. Le transfert culturel de l'ayahuasca du monde indien ou métis au monde occidental, on va dire, pose de sérieux problèmes parce que il est nécessaire de pouvoir lire, interpréter le matériel qui va surgir pendant le vécu de l'ayahuasca. Et la société occidentale, malheureusement, s'est désacralisée et a perdu le sens de la symbolique. On a, dans notre tradition occidentale aussi, la symbolique, mais on l'a perdu, pratiquement la perd. Les gens qui sortent de l'université n'ont aucune formation dans ce domaine-là. Donc, comment intégrer, comment comprendre les images ou les vécus qui surgissent dans l'ayahuasca, qui peuvent être d'un ordre personnel, ça peut être des problèmes comme dans un rêve, des symboliques personnelles, psychologiques, affectives, émotionnelles, mais il y a aussi une autre dimension, qui est la dimension du monde invisible. La dimension du monde invisible a été éliminée pratiquement du champ de la pensée occidentale, depuis les Lumières, et avec une évolution qui va vers de plus en plus de réductionnisme positiviste, athée. Voilà, tout ça, ça n'existe pas. Voilà, Dieu est mort. Donc le transfert de l'ayahuasca brutalement dans un milieu occidental qui n'est pas préparé, soit aboutit à une négation de toutes ces dimensions spirituelles en les interprétant comme des hallucinations, justement, soit à une fascination, les gens entrent dans une fascination, comme une drogue, parce qu'ils ont d'un coup ils prennent conscience que si ça existe, et n'étant pas préparés, n'ayant pas de contexte psychique, culturel pour pouvoir situer ça, vont partir dans des inflations extraordinaires de l'ego. Ça y est, je suis chaman, je suis guérisseur, je suis un illuminé, j'ai trouvé, Dieu m'a parlé, etc. Et donc on se trouve dans ces deux extrêmes qui sont aussi dangereux l'un que l'autre. Tout le travail donc, de l'ayahuasca pour les Occidentaux, il est fondamental que les gens soient préparés à cette expérience, qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est pas un jeu, c'est très sérieux, que les personnes qui accompagnent soient compétentes, et qu'après il y a un accompagnement et des décisions de changer sa vie sur certains points. Enfin, sinon ça reste du Disneyland, on va voir des petits oiseaux, puis voilà, la vie n'a pas changé. Donc c'est une médecine avec des indications, des contre-indications, une rigueur méthodologique. Et quand ça devient n'importe quoi, ça peut aussi produire n'importe quoi. L'ayahuasca n'est pas une religion, c'est une médecine. Mais le contexte rituel, à partir du moment où il y a contexte rituel, on va mettre en forme ce lien, cette relation avec le monde spirituel, chacun à sa manière. Bon. Pour moi, c'est la manière chrétienne. Bon. Et non seulement ça, mais à ce moment-là, la démarche, disons, thérapeutique de la personne, du patient ou des gens qui viennent nous voir, peut se reconnecter et reprendre pied dans sa propre culture, dans ses propres racines. On ne peut pas croître, on ne peut pas grandir en se coupant de ses racines. Donc penser qu'un occidental peut ignorer ses racines occidentales pour aller se prendre pour un Amazonien ou un aborigène d'Australie, non. Incorporer ces dimensions, oui, mais depuis ses propres racines. Donc il y a un travail de réconciliation avec les propres racines qui sont les nôtres. Le christianisme, comme toute religion d'ailleurs, a pu être utilisé et est utilisé éventuellement de manière idéologique. Donc quand une foi se transforme en idéologie, là, oui, c'est très dangereux. On peut tuer au nom de Dieu dans toutes les religions. Bon, on est bien d'accord. Mais l'essence du christianisme, c'est à ça qu'il faut aller. Il faut aller au-delà des formes, des erreurs, des manipulations, des transformations, des détournements. Voilà. Donc c'est un travail d'épuration. Alors là, si on fait ce processus-là, c'est absolument extraordinaire, parce qu'il y a une convergence qui est telle que alors là, les guérisons sont très rapides.